Il ne faut pas avoir peur, comme le dit notre ami Cloche Fab. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors voilà, aujourd'hui on va parler beaucoup d'Afrique parce que c'est aussi l'actualité et puis parce que nous on a un spectre très large et justement on parle de géopolitique et c'est excessivement important. Mais avant ça, n'oubliez pas la lettre de Géopolitique Profonde de ce mois-ci, du mois de février. Vous avez Gérard Rozon, Madame Calacteros, Monsieur Kerlerzin, Jean-Maxime Corneille, Philippe Perlin qui écrivent dans ce mois-ci, dans cette excellente lettre. Donc vous y abonnez, c'est en bas en description. Et vous avez en cadeau la géopolitique de l'or de notre ami Franck Pemgam. Voilà, vous saurez tout sur l'or. Évidemment, vous mettez un petit pouce sur la cloche pour avoir les vidéos en exclusivité et ne jamais les louper. Alors vraiment, aujourd'hui, je suis très très fier, mais vraiment très très fier, ça fait déjà la deuxième fois, de recevoir Monsieur Kémy Séba qui est avec nous. Est-ce que, tiens, révolutionnaire africain, comme j'ai pu le dire, comme je le vois sur votre Twitter, est-ce que ça c'est la définition de ce que vous êtes ? Bonjour à vous Mike, j'espère que vous allez bien déjà pour commencer. Bonjour à tous les téléspectateurs, ou du moins à tous les internautes, pour être plus précis, même si de nos jours on peut, grâce au câble HDMI, mettre les vidéos du téléphone sur grand écran. Quand on parle de révolution, on parle de révolution. Révolution signifie le retour au commencement, en essayant de transcender un passé qui peut être un passé de déconstruction, un passé de dégénérescence. Et donc, moi, mon objectif, c'est de retourner à un état ou d'être dans une dimension où notre population sera débarrassée de toute scansion, de toute dégénérescence, de toute acculturation. C'est un processus long et c'est un processus en réalité mondial parce que toutes les populations du monde, du sud global en réalité, mais même parfois du nord, en ce qui concerne un certain nombre de prolétariats en Occident, sont confrontés à l'ultime forme de colonialisme au XXIe siècle qui est le mondialisme. Et donc, qui est révolutionnaire ? Pas révolutionnaire sauce Besancenot, qu'on soit très clair, c'est celui qui est dans une dynamique de tout faire pour se débarrasser d'un présent qui est en train d'asphyxier la culture, la tradition et la vision de sa population, l'identité de sa population. Et en ce sens-là, si c'est révolutionnaire cela, je me considère comme étant dans cet axe. Alors, vous êtes aussi président de l'ONG Urgence panafricaniste. Vous avez écrit cet excellentissime livre, d'ailleurs, on a eu cet entretien là-dessus, sur philosophie de la panafricanité fondamentale. Est-ce que, et ma question ce serait, est-ce que l'Afrique est vraiment le berceau de cette résistance face au mondialisme ? Parce qu'on a l'impression que, déjà en Occident, les populations sont quand même, on va dire, endormies, pour pas dire plus, on voit que c'est vraiment en Afrique où on résiste face à ce que veulent faire ces mondialistes. Alors, je pense qu'il est difficile de dire que les populations, de manière générale, en Occident, sont endormies, puisqu'on a quand même vu des mouvements sociaux qui allaient dans le sens de la contestation de leur établi minoritaire, ou en tout cas minorisé, on va dire ça comme ça, par les systèmes médiatiques occidentaux. Mais il est évident que l'Afrique est aujourd'hui le centre de gravité d'une contestation mondiale. Et c'est pour cette raison aussi qu'on observe que différentes puissances dans ce monde essayent de se mener une guerre à travers justement le territoire africain. L'Afrique, c'est un continent d'innombrables ressources. C'est un continent qui est à la base de l'existence de l'être humain dans sa globalité. Et donc, par conséquent, il est évident que le réveil de ce continent, qui dit réveil dit endormissement, alors que les choses sont beaucoup plus complexes que ça en réalité. Mais l'insurrection et la résurrection de ce continent permettra, à mon sens, je pense, plus que jamais, un bouleversement sur l'ordre mondial. Et on ne peut pas parler de multipolarité sans parler de prise de responsabilité du continent africain. Alors, je vais vous présenter d'abord, après on va revenir à l'entretien impertinent, les intervenants qui seront à côté de vous. Alors, nous avons Olivier Piacentini, économiste, spécialiste du Bénin. On m'a dit que spécialiste du Bénin. Mais c'est la première fois que tu as un plateau avec deux Béninois. Ah, c'est vrai que monsieur est Kémy Séba est béninois de souche et moi je suis béninois d'adoption. C'est vrai, tu vas nous raconter pourquoi d'ailleurs, et comment Voilà. Ça s'est passé. Là, tu as écrit « La chute finale de l'Occident survivra-t-il ?» ainsi que le mirage mondialiste. D'ailleurs, en tant qu'économiste, tu as été un des premiers à parler de justement de ce mondialisme qui englobe la globalisation, etc., et
qui s'attaque aux identités et au peuple. Aux idées, aux identités, au peuple et aux économies également. C'est-à-dire que ça touche également la souveraineté économique des nations. C'est ça qui est important. Parle-nous aussi de ton histoire avec le Bénin, tiens. Mon histoire avec le Bénin remonte à l'année 2000 très précisément, la date où j'ai rencontré ma femme qui est donc béninoise. Je l'avais deviné. Voilà. Oui. Je me demandais par quel miracle il pouvait être béninois, mais je n'ai pas réfléchi longtemps. Voilà, exactement. Mais vous savez que je connais très probablement un parent à vous, à Cotonou. Donc, et donc ça fait 24 ans que je suis marié avec mon épouse. Et puis, alors ça fait quelques années que je ne suis plus revenu au Bénin, mais c'est un pays que je connais très bien. J'y ai été au moins une dizaine de fois. Et je conseille à tous les internautes qui ont envie de découvrir l'Afrique de commencer par le Bénin, parce que c'est un pays très hospitalier, avec une culture très authentique. Et les gens aiment beaucoup justement le contact avec les Français en particulier, je trouve, et on a toujours un très très bon accueil. Merci beaucoup, cher Olivier. En face, Jean-Maxime Corneille, analyste, il écrit sur Géopolitique Profonde. Il a traduit American Warrior in Crisis. Mon anglais, t'as vu, c'est pas mal, hein. Et donc je suis content que tu sois là ce matin. Et moi de même, d'autant plus que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de la France-Afrique et surtout celui méconnu de son dévoiement, la façon dont a été dévoyé le système de la France-Afrique, notamment pour aboutir à aujourd'hui à une situation dans laquelle aucune solution politique patriotique ne peut être financée en France. Donc ça mériterait évidemment développement, mais du coup ça me touche d'autant plus d'être là que c'est vraiment un sujet qui est un énorme enjeu dans le contexte des BRICS. Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Alors, il a dit quelque chose d'intéressant, il a dit France-Afrique dévoyée. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, une envie aussi de France-Afrique, même si elle n'était pas dévoyée, par exemple. Dans quel sens ? Dans le sens où, s'il y a une France-Afrique dévoyée, ça veut dire qu'il peut y avoir une France-Afrique qui aurait pu être non dévoyée, et donc il y a une forme de... Il y a eu en réalité un dualisme, et là c'est vraiment quelque chose, c'est une ligne de faille à comprendre. Un dualisme entre la colonisation en tant que réalité sociale vieille comme l'histoire des hommes, c'est ce que les Russes font en Asie centrale, c'est ce que la France a pu faire au début, disons, durant une partie de l'Empire colonial français, mais on a eu surtout un colonialisme prédateur qui a toujours doublé cette colonisation et qui s'est aggravé en France dans un contexte bien particulier. Et dans quel contexte républicain ? Monsieur Kémy Séba, bien sûr, républicain, à partir de 1817 exactement, la soumission de la France par la City, et monsieur Kémy Séba a carrément raison de dire exactement que le mondialisme est en réalité un nouveau néocolonialisme à l'échelle de toute la planète, et la France aussi le subit, avec des exemples comme ADP. C'est ce que... Je rebondis, il est évident qu'on aura une ligne de fracture, parce que je ne vais pas me dédire, j'ai le même discours quel que soit l'endroit où je suis dans le monde. Pour moi, il n'y a pas de dévoiement de la France-Afrique, puisque consubstantiellement, la France-Afrique, dans son système et dans son idéologie telle que conceptualisée par Jacques Foccart et son patron, le général de Gaulle, le héros des uns, que je peux respecter, n'est pas mon héros, elle ne le sera jamais, n'allait pas dans le sens, en tout cas, des intérêts du continent africain. Ça, c'est le premier point, et je pense qu'il est important qu'on puisse le préciser. C'est pour ça que je l'ai relancé là-dessus. Oui, il n'y a pas de souci. Après, je veux dire qu'on peut opposer des visions dans la plus grande sérénité, et mon propos est des plus fermes dessus. Maintenant, en ce qui concerne, de manière beaucoup plus générale, et là on peut se retrouver le globalisme, il est évident que le globalisme est l'ultime forme de la colonisation. Et que ce globalisme a fini par s'attaquer même aux populations des espaces d'où les élites, en tout cas, ont réussi à imposer un système hégémonique aux quatre coins de l'humanité, comme une sorte de retour de boomerang, sauf que le retour de boomerang n'a pas touché les élites, mais a attaqué la population, qui déjà elle-même vivait dans des conditions qui n'étaient pas toujours des plus merveilleuses sous ses dirigeants. Et on se retrouve aujourd'hui avec une colonisation intégrale, c'est ça le globalisme. Mais je pense qu'il est important, pour comprendre ce schéma-là, qu'on en revienne évidemment au XXe siècle, à l'effondrement du mur de Berlin, où la confrontation entre le communisme et le capitalisme a vu la chute du communisme, et a vu donc le capitalisme se développer et connaître objectivement une dégénérescence de telle sorte qu'il s'est muté dans un nouveau concept qu'on appelle le néolibéralisme, à la fois économique et sociétal. Souvent, les gens parlent du néolibéralisme économique en oubliant que l'aspect sociétal des choses a une extrêmement grande importance. Et c'est cette économie, autant ce néolibéralisme sur le terrain économique a colonisé bon nombre d'espaces aux quatre coins du monde, c'est-à-dire que même des pays comme la Chine, qui se disent communistes dans leur suprastructure, font preuve sur certains aspects de néolibéralisme. La Russie dont on parle, le néolibéralisme économique est aussi présent. Par contre, le néolibéralisme sociétal, qui est le synonyme de l'occidentalisation du monde, ou de l'American Way of Life, ou de la McDonaldisation du monde, si on veut être un petit peu plus taquin, est un courant qui a fini par fatiguer, agacer
déranger différentes populations aux quatre coins de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a un prêt à penser, vous êtes civil, comme quand Obama vient voir Macky Sall, si vous n'acceptez pas le mariage de telle entité et de telles entités, vous n'êtes pas quelqu'un civilisé. Si vous n'acceptez pas la théorie du genre, vous n'êtes pas civilisé. Si vous n'acceptez pas les manifestations des fémènes qui viennent cracher, hurler ou uriner dans les églises, dans les mosquées, dans les bois sacrés, vous n'êtes pas civilisé. Mais nous aussi, on peut être agacés par ça. Ben c'est exactement non, pourquoi je pense qu'on l'est pas assez, justement. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pour ça que je dis que le prolétariat occidental a subi le globalisme aussi de plein pied, et il y a certaines résistances sur ce terrain-là qui, à mon sens, il ne faut pas minorer. Donc je dissocie le colonialisme qui a touché pour moi le Sud global, c'est ce dont on parlait lorsque j'étais invité au sommet des BRICS en Afrique du Sud récemment. Le Sud global a été touché par ça de manière extrêmement puissante. Et le globalisme aujourd'hui est un colonialisme qui touche et le Sud global et les prolétaires du Nord global. Voilà un petit peu les choses telles qu'on pourrait les... Mais justement, comment font ces États africains, enfin peut-être pas forcément États, mais en tout cas les peuples africains, pour avoir cette forme de rébellion que nous n'avons pas. Attendez, moi je vois quand même que le Niger, on va dire, s'est soulevé, le Burkina Faso, je vois le Sénégal aujourd'hui se soulève contre ce système, alors que nous, des peuples, je sais pas moi, français, allemands, espagnols, eh ben, nous restons très passifs, malgré tout. Parce que le passif des populations du Sud global et du continent africain en particulier est différent du passif des populations occidentales qui ont cru qu'elles étaient dans un cadre de liberté et de souveraineté plus grande, alors que ce n'était pas le cas, alors que nos populations n'ont jamais réglé la question de la décolonisation réelle en tant que telle, de telle sorte que la contestation qui se déroule aujourd'hui sur le continent africain, certains n'ont même pas forcément tous compris que c'est en réalité la lutte contre le mondialisme qui est en train de s'opérer. On est en train de régler un certain nombre de choses qui n'avaient pas été réglées auparavant par rapport à la fin de la France-Afrique, sachant que la France-Afrique n'est qu'un aspect de l'impérialisme et du globalisme néolibéral dans sa sphère beaucoup plus grande. C'est important qu'on le comprenne et qu'on l'entende. Et donc, vous savez, quand on est on vit dans des pays où nos dirigeants, qui sont bien souvent mal élus, pour ne pas dire auto-élus les 3/4 du temps, vendent les ressources ou les bradent en échange de bakchiches émanant des pays qui veulent prendre le contrôle de nos États. Quand ces présidents persécutent leur peuple mais se voient être loués par un certain nombre de chancelleries occidentales, il est évident qu'à un moment ou à un autre, les populations finissent par se dire, donc, vous là, vous ne nous dirigez pas, vous êtes des dirigeants dirigés, c'est comme ça qu'on les appelle de manière générale. Quand on essaie de se rebeller, c'est l'armée française ou les armées occidentales qui soutiennent ces dirigeants-là qui sont en train de nous tirer dessus. Il y a le terrorisme, il y a eu l'assassinat de Kadhafi qui a déstabilisé le Sahel et qui a entraîné une insécurité spectaculaire. L'armée française n'a absolument rien réglé sur ces questions-là, et parfois même nos dirigeants et l'armée française empêchaient les militaires de commettre ou de répondre aux exactions venant de ces terroristes. Donc je pense que c'est tous ces éléments additionnés qui ont contribué, à mon sens, un processus de révolution qui a commencé il y a un certain nombre d'années. Je pense que à partir de 2014-2015, on effectuait déjà des manifestations, mon organisation Urgence panafricaniste, qui est notamment celle qui a instauré ce qu'on appelle le Front anticolonialiste français en Afrique, le Front anti-CFA. On a effectué des manifestations 2015, 2016, 2017, 2018 dans toute l'Afrique francophone. Et à la suite de cela, il y a eu par la suite la logique maintenant des luttes contre les bases militaires, française, mais pas seulement, occidentale de manière générale, et on a commencé à tout faire pour lutter contre nos dirigeants, qui, à mon sens, sont les marionnettes de l'oligarchie d'Occident. Alors j'ai l'impression qu'il y a aussi deux choses de plus en Afrique qu'il peut y avoir en Europe. D'abord, j'ai l'impression que les gens ont l'air d'être au courant de la globalisation et du progressisme que les mondialistes balancent, ce qui n'est pas le cas. Et moi, je le vois quand je fais des reportages terrain, je vois que les gens ne sont pas au courant, en France, hein, je parle. Quand on parle de ce qui se passe, des LGBT, de la sexualisation, de toutes ces choses, les gens me disent « Ah, mais qu'est-ce que c'est ?» Et deuxième chose, j'ai l'impression aussi qu'il y a un courage plus important au sein des peuples. Donc, vous pourrez peut-être prendre un exemple ici. De toute façon, nos peuples sont beaucoup plus enracinés dans la tradition
voilà. le continent africain. Je pense que si on ne comprend pas cette réalité-là, on ne pourra pas comprendre comment les choses se déroulent. Alors eux l'appellent pas lutte, c'est ce que je disais tout à l'heure, je l'appelle pas lutte contre le mondialisme ou autre, mais ils disent il est hors de question qu'on viole notre tradition. On a notre culture, on a notre identité, on a notre tradition, on a nos croyances, on a notre perspective, notre paradigme du monde. Et donc, par rapport à ces réalités-là, vous ne pouvez pas venir imposer un schéma exogène qui vient violer justement nos identités, nos valeurs. Et c'est ce qui fait que même des gens qui parfois sont des plus corrompus, quand Barack Obama, le noir de la Maison-Blanche, je pense que tout est dit dans le résumé, vient pour en gros civiliser Macky Sall qui pourtant est une très grande marionnette de l'oligarchie d'Occident, même Macky lui dit que ce que vous nous demandez là, c'est valable peut-être aux États-Unis, mais ça ne sera pas valable. Voilà, exactement, sur le continent africain. Et je pense que c'est cet écosystème traditionnaliste qui fait des pays africains, comme dans un certain nombre d'idées, dans une moindre échelle, mais des pays arabes, je dis dans une moindre échelle, parce que quand vous allez à Dubaï ou quand vous allez dans certains endroits, vous avez l'impression que la dégénérescence occidentale, on peut la trouver aussi dans ces capitales et dans ces pays-là, mais le continent africain est sur ce socle traditionnaliste et identitaire multiples et variés, mais avec une racine commune comme les Écharanta Diop, qui entraîne et qui permet de résister beaucoup plus facilement à ce genre de déviance en tant que. Qu'est-ce que c'est ? C'est aussi la religion peut-être, le spirituel qui fait que, alors qu'ici on est plutôt dans laïcité. Je pense que la dimension métaphysique, les pays qui comprennent qu'il n'y a pas de révolution, de manifestation physique sans une logique métaphysique sont beaucoup plus protégés des dérives du globalisme et du mondialisme. Et par exemple, le pays qui est le mien, le Bénin, qui est un pays qui s'appuie sur un socle traditionnaliste avec ce qu'on appelle le vaudoun, d'accord, avec le fa et tout ce qui s'ensuit, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des chrétiens et des musulmans qui vivent objectivement dans une relative amitié et fraternité, il faut qu'on puisse le dire aussi, même parfois dans une même famille, il y avoir des musulmans, des chrétiens, peux en témoigner, et des vaudouisants. Eh bien, eux, il y a des choses qui sont ancrées dans nos valeurs et personne ne pourra venir nous imposer un schéma qui est différent de ces réalités-là. Et je pense que c'est pour cela que dans ce cycle, que certains appellent l'âge de fer, d'autres vont appeler la fin des temps, d'autres vont appeler le Kali Yuga, peu importe le nom que vous lui donnez, mais le continent africain va être la boussole de la résistance à cette dégénérescence imposée par l'oligarchie d'Occident. Une dégénérescence que cette oligarchie prône pour tout le monde, mais dont elle se prémunit, elle, souvent, parce qu'elle sait qu'elle veut pousser les masses à la dérive, tout en se préservant, elle, de ces dérives qu'elle... Est-ce que le panafricanisme est aussi un ciment qui relie les gens ? C'est l'idéologie de la libération. Chaque bloc civilisationnel a une idéologie qui lui permet d'avancer dans le cadre du dépassement, de la transcendance et de la résistance en tant que telle. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté, en s'appuyant sur les spécificités de chacun. C'est comme un bouquet de fleurs, ce sont toutes des fleurs, mais avec différentes couleurs, différentes manifestations, etc. Et le continent africain a ces réalités-là. Alors je spécifierais beaucoup plus les choses par rapport au continent africain, l'Afrique subsaharienne, qui a objectivement des problématiques beaucoup plus communes. Il ne faut pas qu'on se monte sur ce terrain-là. Et le panafricanisme est né dans la diaspora. Ce sont des Africains de la diaspora qui ont connu l'esclavage, puis par la suite ont connu la discrimination, l'oppression, qui ont conceptualisé ce courant. Et ce courant, par la suite, a reflué sur le continent africain, a été repris par des gens comme Kwame Nkrumah, par Cabral et autres, etc., pour que cela puisse être une idéologie de révolution. C'est Don Helder Camara qui parlait de la théologie de la libération. Notre théologie de la libération à nous, c'est le panafricanisme en tant que tel. Et je vais plus loin en parlant de la panafricanité fondamentale, parce que j'explique et j'expose qu'il ne peut pas avoir cette théologie de la libération sans qu'on soit à la fois dans une dynamique matérielle et dans une compréhension aussi de la résistance dans le domaine de l'immatériel. Panafricanisme, pas la négritude, par exemple, ça aurait pas pu être la négritude ? Oui, bon, après, le terme, qui dit pas négritude, dit négritude. Négritude est un terme un petit peu désuet. La fierté d'être nègre. Moi, je suis quelqu'un qui respecte profondément. Je vais dans quelques temps en Guadeloupe. Césaire Césaire, c'était à Martinique, mais bon, c'est le même espace. Je vais en Guyane, chez Laurent Gontran Damas, qui était aussi l'un des piliers de la négritude. Mais il y avait aussi Senghor, qui n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, et qui était nègre dans ses propos, mais qui était fier d'être noir dans ses propos, mais pas dans sa pratique. Donc, je pense qu'on a dépassé le cadre de l'exaltation de la fierté d'être nègre. Aujourd'hui, on est dans un cadre de se déterminer par nous-mêmes, pour notre propre destinée. Et
cette unité des diverses formes d'africanité, de toute façon, est en adéquation avec les enjeux du moment. On est dans un monde multipolaire, donc il faut que chaque pôle puisse se constituer en fonction d'un certain nombre de facteurs. C'est-à-dire que la négritude était la première étape, et après, il fallait passer par la panafricanisme. Alors, la négritude est un segment de cette première étape. Il y en a d'autres, si on veut faire, parce qu'il faut qu'on ait une vision précise sur ces choses-là. Il y avait ce qu'on appelait aussi le black nationalisme, qui est un courant idéologique qui est, pour certains, même peut-être l'ancêtre du panafricanisme, qui est la défense des diasporas noires pour que celles-ci puissent s'organiser face aux différentes dérives et aux différentes oppressions auxquelles elles étaient confrontées. Et c'est par la suite cette synthèse de tous ces courants-là, plus la révolution haïtienne qui a été un centre de gravité dans tout cela, qui a créé le panafricanisme, qui par la suite a reflué sur le continent et a donné un certain nombre d'exemples extraordinaires. Et lorsque M. Ousmane Sonko, qui aujourd'hui est emprisonné par Macky Sall sur une histoire, enfin une fausse histoire de viol, ou que sais-je encore, enfin voilà, on sait comment ça se passe avec M. Macky Sall, se revendique panafricaniste, ça veut dire, là c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une institutionnalisation dorénavant de l'idéologie, ça veut dire que voilà, elle est là, elle est bien présente. Le panafricanisme est institutionnel bien longtemps avant que Ousmane Sonko s'en revendique. D'ailleurs, la revendication du panafricanisme d'Ousmane Sonko est très récente. Il n'a pas forcément commencé son parcours politique sur ça. Au départ, c'était très centré sur le Sénégal. Il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été effectués par notre organisation et beaucoup d'autres pour créer un écosystème justement panafricanisme. Moi, Nathalie Yan, mais beaucoup d'autres et tout ce qui s'ensuit. Et par la suite, Ousmane Sonko a beaucoup plus mis l'accent dessus. Mais le panafricanisme est institutionnel depuis Kwame Nkrumah, il est institutionnel depuis Patrice Lumumba, il est institutionnel depuis Amilcar Cabral, etc. Donc, disons que le frère Ousmane Sonko a compris intelligemment, récemment, ces dernières années, mais a compris qu'il ne peut pas mener un combat en étant déconnecté d'une dynamique globale, même si je regrette qu'il ne se soit pas beaucoup plus appuyé sur la logique qui était effectuée dans la sous-région, dans la logique de la multipolarité et de la compréhension de s'allier de manière géostratégique, sans chercher des parrains, mais chercher des partenaires, c'est pas la même chose, avec d'autres entités qui pouvaient être des contrepoids communs face à l'oligarchie occidentale. Et le fait qu'il ait voulu se dissocier de ça, etc., je pense, a contribué aussi à le fragiliser et à faire en sorte qu'il n'ait pas le soutien ou le backup de puissance qui aurait pu l'aider, en l'occurrence le Mali, le Burkina, le Niger, dans le cadre que l'on vient d'énoncer. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il peut rester en prison et ne pas se présenter au présidentiel? Bon, moi, je ne suis pas commentateur spécifique de la vie sénégalaise, même si je la connais très bien, puisque j'ai été journaliste politique pendant de nombreuses années là-bas. Mais bon, tout est possible aujourd'hui avec le report des élections. Macky peut, pour X ou Y raison, songer à le libérer, en pensant peut-être que ça va apaiser la situation. Ça, c'est quelque chose qui est une question sénégalaise, et une question à laquelle les Sénégalais seront plus à même, à mon sens, de répondre. Oui, même s'il y aura ces présidentielles, espérons qu'il y a ces présidentielles, parce que normalement, il n'a pas le droit de faire troisième mandat, mais bon, sait-on jamais. Je ne pense pas qu'il va le faire, mais Macky a très peur que sa succession soit la succession d'un individu qui en voudra au régime de Macky Sall et fera tout ce qui est en son possible pour faire payer les dérives et les exactions du régime Macky Sall. Donc Macky veut sécuriser le pouvoir après lui pour un de ses proches. Or, le problème, c'est que les sondages donnent actuellement ses proches, parce qu'il a son proche officiel et il a un proche officieux, donnent tous ses proches perdants. Et le problème, c'est que si c'est un de ses adversaires qui gagne, Macky peut se retrouver, comme les gens en Égypte, là, en prison, d'accord? Et c'est quelque chose qu'il ne veut pas. Donc le report des élections, c'est un prétexte. L'histoire de Karim Wade qui demande à ce que les élections soient reportées, il a saisi la balle au bon, il a reporté pour mieux se préparer et essayer de soigner plus sa sortie. Grosso modo, c'est ça. Le fait que des pays quittent la CEDEAO, c'est quand même un signal, c'est pas rien. C'est un signal qui ne vient pas des élites, mais qui vient des masses. Ça fait des années que, depuis 2016 déjà, on disait que la CEDEAO était aujourd'hui un conglomérat de... C'était pas la communauté économique des peuples d'Afrique de l'Ouest, c'était la communauté économique des mafiosi à la tête de nos États en Afrique de l'Ouest qui suivent quelque part l'agenda dicté par l'extérieur. Et c'est quelque chose qui n'était pas en adéquation avec la souveraineté des peuples. On voulait une communauté des États, une communauté des peuples d'Afrique de l'Ouest. Et il faut bien comprendre que le panafricanisme marche beaucoup plus au sein des masses de manière horizontale que dans une dynamique verticale, parce que les élites elles-mêmes suivent aujourd'hui l'agenda de l'oligarchie mondialiste en tant que telle, et donc elles ne sont pas en adéquation avec les souverainetés et les volontés des populations. Moi, à la tête de mon pays, on a un homme comme Patrice Talon qui a passé son temps
à suivre la direction, à suivre les intérêts, à suivre l'agenda du gouvernement français, qui lui-même suit l'agenda de l'oligarchie néolibérale. Il suffit de voir le gouvernement d'Emmanuel Macron pour comprendre qu'on n'est pas dans quelque chose qui est en adéquation avec la souveraineté ou la volonté d'autodétermination du peuple français. Mais est-ce que le gouvernement français a encore ce pied, comme il avait à l'époque de M. Faucard, en Afrique? C'est ça, c'est ce que les gens disent. Maintenant, dans la réalité des faits. Justement, dans la réalité, moi, je vous donne un exemple précis. Il y a ce que l'on appelle les accords de coopération. Les accords de coopération, c'est Jacques Foccart, général de Gaulle, qui ont proposé à la fin des prétendues indépendances, je dis bien prétendues parce qu'elles n'ont pas été abouties, qu'en échange de la sécurisation de la présidence des présidents africains qui souvent étaient mal élus ou ne l'étaient même pas, en échange, il y avait un certain nombre de matières premières qui pouvaient être transmises avec beaucoup plus de facilité, sans qu'il y ait trop de contrôle aux entreprises françaises, aux multinationales françaises, aux autorités françaises de manière générale. En l'échange, il y avait la sécurisation de l'accès aux ressources via des bases militaires françaises qui étaient installées dans un certain nombre de pays. On est en 2024, cette chose-là est toujours présente. Alors certains vont vous dire qu'il y a moins d'investissements. C'est très intéressant. Qu'il y a moins d'investissements si on va sur un terrain économique au sens stricto sensus des entreprises françaises ou moins de commerce avec l'Afrique francophone, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas résumer la présence française uniquement à cet aspect d'échange, d'interaction sur le terrain économique. Le franc CFA, on est dans un processus qui est beaucoup plus, à mon sens, complexe. Il y a eu des modifications suite aux mobilisations et aux incarcérations qu'on a connues, mais ces changements cosmétiques n'enlèvent rien au fait qu'aujourd'hui, on a un taux de change fixe arrimé à l'euro, ce qui facilite un certain nombre d'interactions économiques avec les entreprises européennes et in extenso les entreprises françaises, alors que nous, on voulait un taux de change flexible, arrimer un panier à devises, d'accord, parce que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales et cela anéantit tout processus de compétitivité. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on luttait et qu'on voulait faire bouger cette ligne. Donc, il y a à la fois la cooptation de dirigeants mal élus, on l'a vu avec Kaka Déby, Mahamat Déby au Tchad, même si, comme il sent qu'il est en train de se faire lâcher, maintenant il se tourne vers la Russie, de manière assez opportuniste et hypocrite. Il y a d'autres dirigeants en Afrique de l'Ouest où on tolère des coups d'État, ou en Afrique centrale, Brice Oligui, le général à la tête du Gabon qui a fait le coup d'État, ça a été validé par Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, parallèlement, il y a maintenant les bases militaires, même si on est en train de pousser pour que ces bases militaires puissent être expulsées, parce que quand quelqu'un est censé venir vous aider, mais son aide ne vous apporte strictement rien et facilite quelque part l'agression d'entités qui veulent vous déstabiliser, il faut changer de partenaire. C'est aussi simple que ça. Et dire cela ne signifie pas qu'on a un problème avec le français en tant que tel, parce que je dis et je le répète, le problème du panafricanisme, contrairement à ce que certains médias veulent faire croire, il n'y a pas de sentiment anti-français, ça n'a jamais été le cas, d'accord. Le prolétariat français souffre à moindre échelle, mais souffre aussi, et nous nous sentons solidaires de lui. Notre problème, c'est la politique oligarchique française sur le continent africain qui ne va pas dans le sens des intérêts de nos populations. D'ailleurs, je suis très content que vous le disiez, parce que les grands médias nationaux et subventionnés, eux, font ces amalgames. Bon. Ma dernière question, et après on va passer au grand débat, c'est plus centré sur vous. Est-ce que vous souhaitez avoir peut-être une carrière politique classique, ou alors rester ou être dans une forme d'influence? Qu'est-ce qui vous va le mieux? À vous personnellement. Il n'y a rien de classique dans notre parcours, parce qu'aujourd'hui, on est suivi par un nombre important de gens en Afrique francophone et dans la diaspora. Ça n'a pas été par l'aide, justement, du système classique politique, que ce soit sur le continent africain ou au sein du continent occidental, par la grâce de Dieu, pour cette deuxième partie. Et il est évident que nous faisons déjà de la politique, Politeia, participation de la vie de la cité. Nous sommes aujourd'hui des changemakers. On contribue à faire tomber certains régimes et à en instaurer d'autres. Donc je pense que faiseur de roi, parfois, peut être plus important que roi lui-même. L'influence. Maintenant, alors le terme influenceur, quand on sait aujourd'hui ce que c'est... Oui, ça un peu galvaudé. J'avoue que c'est pas un terme... L'influence, pas l'influenceur, influence. J'ai tendance à croire que ce n'est pas le terme le plus adéquat, mais... est-ce qu'on va vers une carrière plus institutionnelle? Il est évident que tôt ou tard, on va arriver vers cette voie. Beaucoup de gens me le demandent au sein de la jeunesse béninoise. C'est ça. Et ce serait au Bénin ou ce serait... Je suis béninois, donc par essence, il y a beaucoup plus de chances que ce soit au Bénin. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de jeunes qui nous demandent ça. On parle avec beaucoup de partis de l'opposition. Mais en dehors de cette réalité-là, il y a aussi maintenant, sur le terrain beaucoup plus continental, le jour où il y a une réforme des institutions au niveau de l'Union africaine, il y a l'AES qui est en train de s'élargir et qui va s'élargir encore plus d'ici quelques temps. Au niveau sous-régional ou continental, il y a aussi des perspectives sur ce terrain institutionnel-là que je ne néglige pas.
Mais tôt ou tard, on passera à un stade de leadership de la société civile, là où nous sommes aujourd'hui, à leadership sur le terrain institutionnel, c'est évident. Merci beaucoup, cher Kémy Séba. La petite annonce, et puis on va passer au grand débat. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.